la star de la soirée. Par contre, je vais leur demander de venir aux 3 aventuriers dont on va parler ce soir. D'une part parce que même si vous les connaissez déjà, il me semble super important de vous les représenter. Et puis, ce soir, effectivement, on va vivre une aventure, on va monter très haut, on va aller très loin. Donc, c'est eux qui vont vous raconter ça. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'ils me rejoignent. Donc, je vais appeler sur scène Liv, Zeb et Blutch. Accueilli par Jean-Claude Duss en plus, c'est la classe quand même. Alors avant de commencer, petite présentation de ces trois artistes aventuriers. Je vais commencer par Liv. Donc Liv, 2 fois championne du monde d'escalade, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde, 3e femme à avoir gravi un 8C+, enchaîné un 8C+, c'est juste ça ? Deuxième, pardon. Voilà, il faut croire qu'elle a mis autant d'énergie dans l'escalade que dans le reste, parce que c'est une aventurière complète. Elle s'est ouverte aux autres activités de montagne, on la retrouve sur des skis, dans des pentes raides. Elle a fait un passage avec le base jump aussi, parapente. Voilà, donc bienvenue Liv. Merci Jérôme. À sa gauche, on a son compagnon, Zeb. Alors Zeb, c'est pareil, on ne le présente plus vraiment. Zeb, lui, il est tombé tout petit dans l'alpinisme et le paralpinisme. Le Mont Blanc à 14 ans, l'Everest à 17, c'est ça hein? Le Mont Blanc à 11 ans. À 11. Décidément, problème avec les nombres. Donc, l'Everest à 17 ans, premier décollage en bille avec ton père depuis le col sud. C'est ça. Voilà. Zeb, c'est aussi quelqu'un qui s'est mis dans le parapente à haut niveau, membre de l'équipe de France, beaucoup de compétitions internationales, très fort pilote. En 2002, parce que ça reste un alpiniste, un aventurier, un guide de haute montagne et moniteur de parapente, en 2002, il part pour les 7 sommets, c'est bien 2002 Non, 2000. 2000, bon, 2000, voilà. Chaque 2000, fois je me trompe de 2 ou 3, désolé. Hein. 2002, non, parce que le 2001, on décolle du sommet de l'Everest avec ok, 2001. Donc, parmi les 7 plus hauts sommets, déjà un biplace depuis le sommet de l'Everest. Ça, c'est déjà quelque chose qui a marqué les esprits. Et puis, plein d'aventures avec tes clients aussi, l'ascension de la Mada Blanc, des côtes du sommet. Ouais, là c'était avec un copain. On était venu le présenter là, je crois d'ailleurs. Quand toi tu étais en train de traverser l'Himalaya. Mais ouais, plein d'aventures, sans forcément partir à chaque fois sur des trucs complètement délirants, mais avec la joie de partager, quoi. Ouais. Et puis, dernier personnage à notre gauche, Jean-Yves Fredriksen, Blutch. Alors, Blutch, vous l'avez déjà vu aussi pas mal de fois ici. Quelqu'un, ouais, on a l'impression qu'il ne se prend pas au sérieux comme ça, là, et puis il n'aime pas qu'on parle de lui, donc je vais faire exprès d'être un peu plus long. Quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux comme ça d'apparence, mais qui fait les choses quand même très sérieusement. Donc voilà, pareil, un alpiniste complet qui a ouvert des voies dans les Alpes, des grands murs un peu partout sur la planète avec les copains, Sam Bouger, Martial et puis Yann Mimé. Une traversée intégrale de la chaîne himalayenne en vol bivouac, en complète autonomie, avec son violon. Voilà. Et puis, comme il ne sait pas s'arrêter, il continue avec des aventures qui chaque fois nous surprennent. Donc voilà, alors ça c'est les 3 aventuriers de ce soir. Il y en a d'autres qui vont venir nous rejoindre sur scène tout à l'heure, parce qu'on a des invités qui ont aussi des belles choses à raconter, qui vont venir les questionner, échanger avec eux. Et puis il y a un 4e personnage qui n'est pas là ce soir, quand même, dont il faut parler, mais vous allez en parler peut-être tout à l'heure, c'est Benjamin Védrine, qui était avec vous, sur la même montagne, et qui lui est reparti tout de suite en expé derrière, donc là il est en train d'essayer d'ouvrir une voie au Genu avec ses copains, donc voilà, mais ça vous en parlerez mieux que moi.
Et puis il y a quand même une dernière chose à présenter ce soir, c'est le K2. Parce que le K2, il est connu comme le deuxième plus haut sommet de la planète, 8611 mètres d'altitude. On en entend souvent parler. C'est un sommet qui est un peu symbolique. Mais on va voir qu'il a pas mal de singularités. Et c'est important de poser ce contexte-là. C'est que le K2, il a plusieurs particularités. Bien sûr, il y a l'altitude, mais il y a aussi la topographie. C'est une montagne qui n'a aucun itinéraire facile d'accès. D'accord ? Il y a une voie qu'on dit normale, mais elle n'est pas vraiment normale, cette voie. Elle présente des vraies difficultés. C'est aussi un sommet qui a un peu la particularité d'avoir une météo pas très sympathique. Et donc, dans le milieu de l'alpinisme, elle a un surnom, c'est la montagne sauvage. Et elle a eu la particularité, ou en tout cas la singularité, d'attirer quand même des alpinistes un petit peu hors normes à travers le temps. À commencer par les Anglais, début du XXe siècle, qui pensaient pouvoir la gravir. C'était les premiers alpinistes qui grimpaient sans guide, qui faisaient déjà des choses incroyables, et qui se sont élevés jusqu'à l'altitude de 6000 mètres à peu près. Et puis plus tard, d'autres expéditions, je ne vais pas toutes les raconter parce qu'il y en a eu énormément, mais 1909, Louis-Amédée de Savoie, duc des Abruzzes, qui trouve l'itinéraire d'ascension qui paraît le plus logique, d'où l'éperon des Abruzzes, vous allez nous en parler aussi. Enfin, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais... 1939, on a Fritz Wissner, qui est un alpiniste allemand, qui lui va faire un truc incroyable. Il monte avec son Sherpa Pasang Lama jusqu'à 8370 mètres sans oxygène. Donc c'est déjà, il aurait pu faire le K2 sur cette expédition-là. Ça n'a pas marché, ils n'ont pas pu y retourner, etc. Mais c'était un exploit déjà assez hallucinant. Et puis, bien sûr, les années 50 voient la conquête des 8000. C'était l'époque où les nations voulaient planter des drapeaux sur les plus hauts sommets. Donc le K2 n'a pas échappé à la règle, c'est des Italiens qui l'ont gravi en 54. Mais à renfort de gros moyens, avec de l'oxygène. Donc c'était la Cédélie et Compagnoni, avec des polémiques derrière, des histoires. Et il faudra attendre la fin des années 70 pour qu'il y ait un petit peu une autre vision de la montagne, en tout cas de l'himalayisme, avec les ascensions en style alpin, où là, notamment Messner, qui gravit l'Everest sans oxygène avec Peter Habler, montre qu'on peut aller très haut en altitude sans oxygène, en tout cas que l'homme en est capable, en se préparant, etc. Et donc c'est les ascensions en style alpin des années 80. Donc en 86, on a des Polonais là, qui ont gravi la face, tu nous en parleras peut-être, Bluch, de Kukuska et Piotrowski. Bref, cette montagne, elle a attiré énormément de personnages un petit peu hors normes. Voilà. Et moi, j'ai envie de poser une première question pour lancer la soirée, parce que j'ai assez parlé maintenant. C'est pour vous, le K2, c'était quoi? Et puis, d'où elle vient cette idée? Voilà. Depuis combien de temps vous avez envie d'aller là-haut? Eh ben voilà. Non, ça marche pas. Brièvement, parce que j'ai mis la pression à Jérôme pour pas que ce soit que du baratin ce soir. Brièvement, j'ai eu la chance en 2007 de rencontrer Jean Troyet, Monsieur Jean Troyet, une légende de l'Himalaya suisse, qui habite à La Foulie, là-bas derrière, de l'autre côté du massif du Mont-Blanc. Et il m'a emmené sur ses expés pendant 6 années, sur des 8000. Et puis sur le dernier, il a fait un AVC. J'ai mis 3 jours à le redescendre. Il est en très bonne santé encore maintenant, mais il a arrêté de faire de l'himalayisme. Et puis moi, je me suis retrouvé frustré de pas continuer ce bout d'aventure à très haute altitude parce que je trouvais que ça me convenait bien. Mais voilà, je n'avais pas les sous et surtout pas envie de dépenser ces sous-là pour grimper une montagne pour des milliers d'euros, c'est un peu tordu. Donc je suis passé au vol bivouac en Himalaya parce que j'avais encore envie de découvrir l'Himalaya. Et puis voilà, le Covid est passé. Mon ex-femme s'est barrée et j'ai mis du temps à m'en remettre.
Et puis voilà, et j'avais envie quand même, les 8000, ça m'était resté un peu en travers de la gorge. Et quitte à en refaire un et à faire de gros sacrifices pour le préparer, que ce soit en temps et en argent, et ben, autant que ce soit le plus classe. Et voilà. Eh ben, je vais commencer, Zeb, tu compléteras. Nous, avec Zeb, on a l'habitude de faire des beaux petits projets ici dans les Alpes, et on avait envie d'un projet un peu plus ambitieux. Et comme Jérôme l'a dit dans l'introduction, Zeb, il avait déjà été 2 fois à l'Everest, il avait l'habitude des 8000. Moi, par contre, j'étais jamais allée au-dessus de 6003 avec toi, Jérôme, autour de Frango. Et quand on a commencé à réfléchir à un beau projet, l'idée du K2 s'est un peu imposée naturellement, parce que c'est vrai que moi je me suis dit, s'il y a un 8000 à gravir dans sa vie, ben, c'est le K2. Et c'est aussi un sommet que j'avais vu quand j'étais autour de Trango avec Jérôme en 2012 ou 2013. On était en haut de Trango et on avait cette pyramide magnifique qui était vraiment une montagne majestueuse. Et je m'étais dit, ben, un jour j'irai au sommet de cette montagne. Donc voilà. Voilà. Donc, pour ma part, ben, j'avais eu la chance de monter au sommet de l'Everest avec mon papa à 17 ans. Et quand je suis allé sur ce sommet, j'ai eu un petit problème à l'œil droit. Où quand on monte en altitude comme ça, on fait des hémorragies rétiniennes. Et là, on a le sang qui est tellement épais que les petits vaisseaux dans les yeux, ben, moi j'en ai un qui est pété. Et puis, du coup, ça me faisait une petite tache. Et du coup, j'étais pas très motivé pour remonter en altitude après cette expédition-là. C'est pour ça que je n'ai pas enchaîné sur les 14-8000 et tout ça. Je suis retourné plus tard quand c'était cicatrisé un petit peu, tout ça. Donc, j'ai jamais eu d'autres problèmes depuis que je suis remonté en altitude. Mais j'avais toujours un peu cette appréhension de dire, OK, j'ai pas envie de devenir aveugle en faisant ces sommets. Et donc, c'est pour ça que j'ai laissé beaucoup de temps avant d'avoir à nouveau ce genre de projet. Et puis, avec Liv, quand on a commencé à parler de refaire des belles aventures, je me suis dit quand même, si je retourne là-bas, si je retourne dans les hauteurs, il y a quand même un sommet qui me fait rêver, c'est ce fameux K2, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né l'histoire. Merci, un beau dénominateur commun du coup. Et c'est bien qu'on repose le contexte parce qu'on parle beaucoup d'Himalaya, d'ascension en Himalaya, ça fait le buzz même sur les réseaux sociaux. Là, on est en train de parler, comme vous l'avez compris, d'une montagne qui n'est pas la plus simple et d'ascension sans oxygène. D'où les difficultés dont on peut parler, ou en tout cas les risques et tout ce qu'il faut faire pour y aller dans le mieux préparé possible. Donc on va y aller un petit peu chronologiquement, on va parler justement de la préparation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, quand on a cet objectif, comment on se prépare justement déjà pour faire l'ascension du K2 sans oxygène? Est-ce que vous aviez un plan? Est-ce que vous aviez des choses précises en tête pour ça? Je vais avoir mal aux jambes à la fin de la soirée à force de me relever. Alors moi, pour ma part, on passe l'hiver, et en particulier l'hiver dernier, à faire de la bagnole pour aller trouver de la bonne neige. Et du coup, au printemps, j'avais plus du tout envie de faire de la bagnole, donc je me suis préparé dans le Chablais, dans ma vallée, en face de chez moi et derrière chez moi. Et je ne sais pas si tu veux passer tous les petits films là. Je m'amusais parce que du coup, j'ai aussi testé mon matériel pour faire des images. Je vais essayer de ne pas renverser la bière. Et du coup, voilà, je vous présente le magnifique Chablais, la plus belle vallée du monde, la vallée d'Abondance. Donc là, c'est au Mont de Grange. Et je me suis amusé à crapahuter dans tous les sommets de la vallée d'Abondance. Le but, c'est de se mettre la caisse. Et puis, c'est de tester ces petites voiles, là, ces prototypes qu'on avait, qui sont une évolution de la Skin 3. Et voilà. Alors là, on était au Roc de Tavaneuse.
et en essayant toujours de se poser à côté de la maison. Ah, celle-là, elle est belle. Alors le but, c'est toujours de se mettre la caisse, d'essayer le matériel, et puis d'essayer le matériel vidéo, que ce soit le drone ou que j'avais jamais piloté, ou la GoPro accrochée sur le sac. Et voilà. Le Mont de Grange, la plus belle montagne du monde, c'est le centre du monde. Hein. Et voilà, et ça c'est toujours en ayant dans un petit coin de la tête ce fameux K2 qu'on prépare. Et puis trop content que ça ait marché en s'étant préparé dans le Chablais. Est-ce que pendant ta préparation, tu as déjà une petite idée de ce que tu vas faire au K2 ? Tu te prépares à des choses spécifiques, une voie en particulier ? Tu as quelque chose en tête ou pas ? Oui. Oui, parce que j'ai pas envie de faire la voie normale. Et du coup, je sais que je vais rencontrer forcément des conditions de merde. Et du coup, à chaque fois que je vais crapahuter, m'entraîner, eh ben, je passe droit dans la forêt, dans des endroits à la noix, et je vais quand il fait mauvais de préférence. Et puis voilà. En fait, je fais tout pour pas aller chercher la facilité. Et puis je trouve que c'est rigolo. Et puis en plus, je reviens tout crado avec des feuilles partout et tout trempé et tout pouilleux. Et c'est ce que j'aime bien. Pas étonnant. Donc vous, Olivier Z, comment vous êtes préparé ? Est-ce que c'est un peu dans le même style ou... Eh ben nous, on est parti faire déjà un premier sommet de 7000 à l'automne dernier. On était avec des amis clients à la fois qui volaient, et l'idée c'était de voler déjà de là-haut. Donc l'Imlung-Himal, c'est un 7000 qui est au Népal, à la frontière avec le Tibet, et c'est un sommet qui est plutôt accessible en termes de difficulté, mais qui en termes de conditions atmosphériques sont assez techniques parce qu'il fait très froid. Et du coup, ça nous faisait un très très bon entraînement. Donc ça, c'était la première partie. Et après, donc, pendant l'hiver, on s'était inscrit à une compète de ski alpinisme, la fameuse patrouille des glaciers. Et du coup, on avait chacun des clients pour se préparer, qui étaient motivés pour faire ça. Et du coup, ça nous a obligés de faire des entraînements réguliers, ce que je ne pratique habituellement pas trop. Oui, on a fait des vrais entraînements de sportifs de haut niveau. Enfin, moi, j'avais l'impression de retourner comme dans les années compètes. Et d'ailleurs, quand on est parti au K2, on n'a jamais été autant en forme que à cette période-là, parce que on a préparé la PDG avec nos amis clients qui malheureusement n'a pas eu lieu, mais ça nous a déjà mis une monstre base d'endurance. Et puis derrière, on a fait des entraînements plus spécifiques, des entraînements durs avec des fois 20 litres d'eau dans le sac à dos, plus le parapente, sur des montées très raides. Et quand on est parti, on n'a pas fait plein de montées au Mont Blanc. En fait, on n'a pas cherché à être trop souvent en altitude juste avant le départ, parce qu'on savait qu'on allait déjà passer plein de temps en altitude. Mais par contre, on a vraiment fait du physique, du foncier, du physique. Et ça, on est arrivé vraiment très bien préparé au K2.
Et à l'automne dernier, effectivement, moi j'avais dit à Zeb, je veux bien aller sur un 8000, mais on va d'abord voir comment ça se passe sur un 7000 et voir comment aussi le parapente, c'est quoi le parapente à haute altitude, j'avais pas vraiment d'idée. Et ça nous a permis aussi de nous régler au niveau du matériel, ne serait-ce que le choix des tentes, le choix des gants, le choix du réchaud, celui qui marche bien, celui qui marche pas bien. Donc là, on s'est bien, on s'est bien ajusté avec le matériel. Et après, tout au long du printemps, à partir du moment où on a eu les prototypes Nivuk, on a testé nos ailes solo et on a testé aussi le biplace. Donc ouais, on a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de plaisir à préparer ce K2. Au niveau vol, toi, Blotch, tu avais aussi des choses en tête. Tu te préparais à quoi? Pour décoller du sommet du K2? Quelle était ton expérience en altitude sur des sommets? Est-ce qu'il y avait des choses que tu as travaillées spécifiquement? Alors, j'avais absolument aucune idée de ce qui pouvait se passer en décollant avec ces protos de 16 mètres carrés. À cette altitude-là. Et en fait, j'avais jamais décollé au-delà de 5000 mètres, je pense, ou 5005, lors de mes traversées. Mais j'étais avec une Hook 4, une voile à caisson. Et là, on est sur une monosurface et bien plus petite. Donc, non, c'était vraiment l'inconnu. Je pense qu'on s'était tous préparés, je ne veux pas parler pour vous, mais à vraiment maîtriser le déco dans du vent fort. Et puis voilà quoi. Et on verra. Ben c'est le moment justement parce que ce qui est intéressant c'est ce qu'on se représente, ou en tout cas peut-être ce que vous aviez en tête de ce que ça pouvait être de voler là-haut. Toi Zeb, tu avais quand même déjà volé en bille à haute altitude. Mais c'est peut-être le moment de faire monter sur scène d'autres personnages qui vont pouvoir parler de leur expérience. Alors là, on va faire un bond en arrière. On va faire venir sur scène des pionniers du paralpinisme à haute altitude. Et là, je vais appeler Pierre Jevaux et Michel Fauquet, les légendes, à venir nous rejoindre. Alors Pierre, ce soir, il a amené son matos de l'époque, ouais. D'accord? Je ne vais pas voler, hein, vous inquiétez pas. Bon, allez. Donc Pierre, pour le présenter rapidement, c'est voilà. Quand même le premier homme à avoir volé au-dessus de 8000 mètres. C'était du Gachard Broom 2 en 1985. Ouais, tu tiens là. Un bon démêlage et c'est parti. Alors en fait, à l'époque, il fallait des gens qui tiennent les caissons sur les côtés. Et donc tu tiens bien sur le côté. Par contre, tu lâches, hein, parce que si tu le retiens, ça... Voilà. Et d'ailleurs, la première tentative du Gachard Broom, il y a un mec qui a retenu la voile, donc la voile s'est retournée. Donc du coup, je suis tombé dans la pente. C'était pas très pentu. Hein. Et puis Alberto, le guide italien. Ouais. Et Alberto m'a dit, bouge pas, je vais te prendre en photo. On ne sait jamais, du coup, enfin bref. Et puis à la deuxième tentative, il y avait un petit peu de vent de face, à peu près 20 km/h. Ils ont lâché, j'ai couru, j'ai mis un petit peu de frein et puis j'ai fini par décoller. Voilà. C'était en 85, le 11 juillet. Le sponsor, c'est Sporteus. Ouais, voilà. Et alors Pierre, avant de réaliser ça, toi, tu avais quoi en tête? C'était quoi ton vécu en tant que parapentiste? À l'époque, on disait parachute de pente d'ailleurs. On disait parachute de pente, ouais. Moi, j'ai commencé en 82 à Mussy, au Chouca, comme beaucoup de gens d'ailleurs à l'époque. Et puis en 84, j'ai fait la première descente du Cervin en Suisse. Voilà, le 31 août, il y a 40 ans exactement. Et puis à la suite de cet exploit, j'ai vendu les photos dans des magazines et puis ça accrochait bien et je me suis dit, faut monter plus haut, donc l'Himalaya. Et donc j'ai contacté Claude Jacou et Michel Vincent de Chamonix qui organisaient la première expédition commerciale avec des clients sur un 8000. Et j'ai payé ma place donc. Et Claude Jacou ne voulait pas que je vienne parce qu'en fait, il dit mais qu'est-ce qu'il va faire ce con? Et donc j'ai dû signer un papier comme quoi je m'engageais à décharger de toute responsabilité. Entre parenthèses, avec la même expédition, il y avait Jean-Marc Boivin
qui était là avec son Delta. Et d'ailleurs, quand il a volé après, il s'est mis de vie au parapente, hein, parce qu'il a compris que c'était quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Et petite parenthèse, puisqu'on parle du K2, Jean-Marc Boivin, il a quand même réalisé le record d'altitude en 79. Hein. En biplace, ouais. Avec Dominique Marchal, je crois. Dodo. En Delta, décollé du camp 4, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc après le Cervin, l'Himalaya, et puis voilà, c'était mon rêve. Et, voilà. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce qu'il y a eu à peu près 4 mois de préparation physique, ski de fond, course à pied, voilà. Et puis après 2 mois d'expédition, 5 jours pour monter et 5 minutes 45 pour descendre. 5 minutes 45 qui ont changé ma vie. Moi, j'étais électricien en bâtiment avant. Voilà. Incroyable. Et 40 ans après, on est là. Incroyable. Hein, ouais. Et quand je vois les voiles qu'il y a maintenant, c'est incroyable, quoi. Alors, on vous passe un petit film de ce vol exceptionnel. Non, c'est bon. Oui, c'est la même voile jaune. Voilà. Et donc là, il y a un moment donné, je vais faire un virage et ça va plonger très très fort. En fait, c'est du speed riding, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on n'en fait plus. Ouais, on n'en fait plus. On a tellement fait. Waouh. Une belle finale quand même. Ouais. Alors, pour tout vous dire, ces images ne sont pas les images du sommet, c'est les images qu'on a refaites 2 jours après. Voilà. Ça, c'est au camp au pied de la montagne. Mika, tu peux mettre une photo du sommet après pour qu'on voit le décollage? J'étais jeune. J'avais 26 ans. Incroyable. Et t'avais... Là, pour le coup, tu faisais un saut dans l'inconnu. Parce que... Ah, on ne savait pas à l'époque. On ne savait pas si c'était possible. On ne savait pas du tout, quoi. J'ai encore la doudoune, d'ailleurs. C'est le doudoune Millet. Super. C'était indestructible. Elle a 40 ans, ouais. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, avant de partir en expé là-haut, je n'avais peu de sponsors. Et Paris Match avait déjà un contrat avec Jean-Marc Boivin. Et donc, juste avant de partir, je suis allé acheter dans la librairie en face de chez moi un exemplaire du Figaro Magazine. Voilà. Et donc, je monte en montagne avec le Figaro Magazine. Entre parenthèses, c'était pas ma lecture à l'époque, enfin bref. Et donc, au fur et à mesure que je monte, j'arrache les pages à l'intérieur. Et en fait, au sommet, c'est quoi? J'ai que la couverture. Et j'ai une photo comme ça, où j'ai la couverture du Figaro Magazine. Mon copain Olivier me prend photo. Et l'idée, c'était d'aller voir le Figaro après pour leur proposer cette photo, pour qu'ils me passent les autres photos. Ça n'a pas marché, parce que je n'ai pas su me vendre, en fait. Parce qu'après, je me suis rendu compte il faut se vendre, il faut de l'énergie pour se vendre. Enfin, il faut faire la pute, en fait. Ouais, voilà. Ouais, le K2. Exact. Voilà. En tout cas, on peut dire que tu as ouvert la voie. Ça Ouais. a créé des vocations. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, les gens ont mis beaucoup de temps après pour remonter, voler en montagne. Ce qui s'est passé, c'est après ça, il y a eu les parapentes qui sont arrivés. Pierre Bouilloux qui a commencé à faire du thermique, un peu de cross. Donc le parapente s'est dirigé vers la distance, la durée en vol. Et puis la montagne était un petit peu abandonnée. Et Messner m'avait été chez lui dans son château pour voir un peu comment ça se passait. Il n'a pas embrayé, il n'a pas continué. Mais en fait, je me suis rendu compte que les gens ont mis beaucoup de temps à aller pratiquer en montagne, en Himalaya, quoi. Cette année, donc, il y a 4 Français extraordinaires qui ont fait le K2. Mais depuis, il n'y a pas eu... Ici, il y a eu Bruno Gouvier au Chapamba, c'est ça? Non, pas Bruno Gouvier, le mec de Vertical qui est décédé. Bruno Cormier, qui a volé au Chissa, c'est ça. Mais il n'y a pas eu beaucoup de vols en Himalaya, de fait. C'était avant-gardiste.
C'était un peu trop, ouais. Peut-être J'étais fou. très avant-gardiste. En fait, à l'époque, on n'a pas conscience des choses. Quand on est jeune comme ça, on les fait. Et je m'aperçois que maintenant, je manque d'audace. Mais à l'époque, je ne me posais pas de questions. Quand tu n'es pas marié, quand tu n'as pas d'enfant, tu y vas, tu crois. Puis j'ai toujours été très motivé pour le faire. Et, bon, après, il faut savoir, c'est que je suis Capricorne et Savoyard. Et donc ça aide un peu quand même pour... voilà. Excellent. Ouais. Bravo en tout cas. Il y a des Capricornes là. Magnifique. Merci. Alors 2 ans plus tard, Tchouki, c'est ça, hein, 2 ans plus tard, on a une autre expédition, donc Michel Fauquet qui part avec des copains à la Tour sans nom, à Trango. Et là, c'est un autre style c'est du paralpinisme. C'est un déco qui vaut des points aussi. Tu vas nous en parler. Même les tout derniers mètres de ces 6257 ne nous laissent aucun répit dans l'escalade de ces rochers impitoyablement verticaux. Quelques instants passés à découvrir le paysage et il est déjà temps de redescendre par le même itinéraire. Sauf pour Michel Fauquet qui tente le premier saut en parapente avec un décollage rendu très dangereux par l'absence de vent. Une erreur et c'est la mort. Attention. Prêt. Go. Il est gonflé, c'est bon. Bravo. Alors les 2 secondes avant, c'est le fil de laine à la main, parce qu'on n'avait pas vraiment de biroute, et il était toujours arrière, parce qu'en fait le vent météo il était arrière. Et là on voit pas bien, mais c'est le coucher du soleil, et le soleil est en train de passer derrière l'horizon, et on est en face ouest, et le vent est arrière, et j'avais vu qu'il y avait quelques thermiques qui remontaient, quelques bouffes de thermiques, et j'attendais, et comme le disque du soleil il était à moitié de l'horizon, je me suis dit là, il n'y a plus trop de temps, et dès que la... Le parapente n'est pas l'avenir dans Et donc là, dès que le fil de laine il est passé en vertical, je dis bon ben là, il faut y aller quoi. Et donc j'ai fait 3 pas, puis j'étais en l'air. Donc j'ai eu la chance d'avoir Patrick Delal et Michel Piola qui me tenaient la voile. Et puis j'avais 3 mètres pour décoller. Puis après, ça allait parce qu'il y a du gaz dessous. Il y avait 1600 mètres. Donc je ne risquais pas de toucher comme nos camarades. Une fois que j'avais les pieds en l'air, bon ben voilà. Mais ils m'ont quand même dit la voile est belle. Bon, j'étais parti. L'avantage, c'est qu'on ne risquait pas d'avoir de clé avec ces voiles-là. Il n'y avait pas un gros allongement. La finesse, elle était un petit peu meilleure que celle de Pierre, mais pas beaucoup, beaucoup mieux. Au départ, je voulais faire le tour de la tour. Mais quand j'ai commencé à passer à l'ombre, là, on ne le voit pas bien sur les images, mais je commençais à passer à l'ombre, et là, bouh, je suis tombé à la verticale. J'ai dit, oula. Je suis revenu parce que je n'avais pas vraiment envie de me poser dans l'autre vallée. Si je repassais pas le 2e col, je retombais dans l'autre vallée. Et dans l'autre vallée, 1, elle était à l'ombre. Et 2, j'avais pas mon camp de base. J'avais une semaine à marcher pour revenir. Donc, j'ai préféré aller me poser à notre camp de base qui était assez confortable et que je connaissais en plus de ça. Et où j'avais un kitimoy qui m'attendait pour me faire le thé. Donc, c'était agréable. Et Tchouki, pardon. C'était quoi l'état d'esprit à l'époque? Parce que, bon, il y avait eu
il y avait eu des réalisations. C'est l'année avant que Boivin décolle de l'Everest. Si, c'est 88, c'est ça, hein. Boivin, c'est 88 à l'Everest. Et toi, c'est 87, hein, c'est ça? 87, ouais. Pour une fois, je ne me trompe pas. Oui, donc l'année avant l'Everest, mais quel était l'état d'esprit? C'est-à-dire, c'est un peu la même question qu'à Pierre et aux autres. C'est comment tu te prépares à ça? Est-ce que c'était complètement nouveau? Tu t'es dit, on verra bien? Alors moi, c'était uniquement un problème de thunes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la voile, il y a un gros logo là, que vous avez peut-être remarqué. Et non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Donc c'était Adidas qui sponsorisait l'expé. Et en fait, moi, j'étais pas du tout prévu sur cette expé. J'avais monté une autre expé avec d'autres potes. Voilà, j'étais dans le cycle des expés, hein, puisque quand Pierre a décollé, moi j'étais au Lhotse en face sud avec Vincent Fine. Mais donc bon, j'étais à fond là-dedans, mais j'avais pas du tout prévu d'aller à Trango. Et c'était un autre camarade qui devait aller là-bas, puis s'est cassé le bras avant de partir en expé. Et là, dans l'expé, donc il y avait Stéphane Schafter que je connaissais pas, Michel Piola que je connaissais très vaguement, et Patrick Delal que je connaissais bien puisqu'on s'était rencontrés au camp 4 au pied du Capitan, et où on avait un peu grimpé ensemble, et donc on avait sympathisé, c'était un bon pote, et voilà. Et puis il cherchait un mec qui était capable d'un peu grimper, parce qu'il fallait quand même monter au sommet, hein. Je ne sais pas, vous avez vu, c'est un peu raide, et on a mis quand même 22 jours en paroi pour faire 27 longueurs, donc on n'est pas allé très vite. Et puis un mec qui était capable de voler, quoi. Et éventuellement, on a coupé les images du VTT, mais faire du VTT. Et le sponsor était intéressé uniquement par le VTT et le parapente. La grimpe, ça ne l'intéressait absolument pas. Bon, moi, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et donc, ben, je volais un petit peu, mais bon, je volais depuis 1 an et demi, quoi. J'avais donc une grosse expérience. Et puisque quand Pierre a décollé, je me suis dit, ça, quand même, en Himalaya, ça a l'air pas mal, quoi. Je vais peut-être essayer. Et puis à l'époque, ben, on était toute une bande à Cham, avec Boivin, Escoff, tout ça. Profit à voler un petit peu, à s'être mis au parapente. Et donc, ben voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer. Et donc, on est monté là-haut. Bon, on s'est un peu boosté pour arriver à grimper au sommet de la montagne, parce que ce n'était pas tout à fait facile, hein. C'est une voie nouvelle, 6C, A4, enfin bon, voilà, c'était un peu délicat. Et puis, ben, quand on est arrivé au sommet, ben, voilà, il y avait pas les grosses conditions pour décoller, mais bon, voilà. C'était pas impossible. Il suffisait de le faire, hein, voilà. Encore une voie et des perspectives ouvertes. Bravo. Alors vous restez avec nous, comme ça vous pourrez poser des questions aussi, parce qu'on va revenir au K2. Donc Bludge, tu vas revenir sur scène, s'il te plaît. Moi je vous propose qu'on parte en expé. On part au K2. Et en avant la musique. Alors ce soir on est un peu sur une technique artisanale, hein, parce que c'est tout frais, hein, ils reviennent juste du K2, donc il y a peu de films, mais vous allez voir, c'est des films pur jus, c'est-à-dire que là ce soir vous allez voir des images qui sont pas forcément montées, mais qui vont bien vous montrer ce que c'est l'expé là-bas. Nickel, c'est parfait. Mika au platine. Est-ce que tu peux lancer le début du film de Liv et Zeb, s'il te plaît, Mika? Hopefully
rejoint. Et encore pour une première petite acclim, continue comme base. Là, on essaie de se faire une plateforme sur les vieilles tentes qui sont restées l'année dernière. C'est vraiment horrible. On s'attendait pas à ça. Ouais, c'est un peu dur là, ça fait plus d'un mois qu'on est là. Et puis là, ces 10 derniers jours, on avait ce météo. Après, on sait bien qu'on n'y peut rien, que c'est la montagne qui décide. Là, on a une vue du K2 de ouf. Bon, on est mis au broc pour, en espérant fuir le vent du K2. Et puis là, on est au camp 1, ça se fout déjà. Le truc, mais monstrueux! Bah là, on va se faire saupoudrer là. Là, on va se faire saupoudrer. Hein. 3, 2, 1, aérosol. 3, 2. Pour la monnaie, c'est bien, donc on va. Il est 5h moins. Alors, Liv Blutch, Liv Zeb, oulala, le lapsus. Pas d'histoire. Blutch, il n'avait pas dit ça. Liv et Zeb. Non, on était proches dans le camp de base, mais pas tant. C'est jamais. Racontez-nous un petit peu, là on voit des images super sympas d'ailleurs. Votre stratégie à vous là pour vous acclimater, déjà réexplique-nous un petit peu Zeb, comment on s'acclimate quand on veut monter en altitude, si tu peux nous dire un petit peu vous comment vous y êtes pris. Alors donc, nous on n'a rien fait en tout cas dans les Alpes avant de partir parce qu'on savait qu'on passerait beaucoup de temps là, sur place. Donc on s'est dit, il y a déjà pas loin de 100 km de remontée de glacier toute la vallée du Baltoro pour arriver jusqu'au camp de base. Et ça... Alors on n'est pas très haut au début, hein, je ne sais plus, on commence à combien, 3000, quelque chose. Et puis le camp de base, lui, il est presque à 5000, on est à 4008 par là. Et donc, il est à 5000 piles ? Ouais, bon, 5000, bon. Faut pas me demander pour les chiffres parce que je suis pas très bon. Bref, l'idée c'est de monter progressivement, de redescendre, de remonter, de redescendre et ainsi de suite pour vraiment habituer le corps au manque d'oxygène. Et donc au début, c'est vraiment super important de s'écouter et de ne pas chercher à pousser la machine en fait. Et ça, souvent les petits jeunes, ils arrivent et puis ils se disent « Ah ouais, mais moi, c'est bon, l'acclimatation et tout ». Et ils se mettent dans le rouge parce qu'ils vont un peu trop vite. Et c'est pour ça que de vraiment le prendre à la cool et de chercher à s'écouter et à jamais forcer en fait. Donc c'est pour ça qu'au début, l'idée c'est vraiment d'y aller cool. Donc au-dessus de 3000, on monte tranquille. Après vers 4000, on va essayer peut-être de monter 500 mètres de dénive en une journée. On redescend. Le lendemain, on remonte ces 500 mètres. Éventuellement, on dort là. On monte un peu plus haut. On redort 500, 600 mètres plus haut, et ainsi de suite, et on monte comme ça. Et donc nous, l'idée, c'était d'amener le plus possible de matériel en altitude et dans les camps d'altitude lors de cette préparation et lors de ces acclimatations. Et ce qui s'est passé sur le K2, je sais pas, Liv, tu peux peut-être expliquer la suite. Alors sur l'arête des Abruzzes, on avait beaucoup de vent à chaque fois, donc quand on est arrivé, on a monté une première tente au camp 1, après on a monté notre matériel au camp 2, donc le camp 1 c'est 6100, camp de base 5000, camp 1 6100, camp 2 6006, et en fait on n'arrivait pas à dépasser 6600 mètres, parce qu'à chaque fois c'était la tempête là-haut, on était dans le froid, dans le vent, et monter au-dessus, parce que idéalement en fait on aurait voulu quand même aller au moins une fois au-dessus de 7000 mètres pour bien s'acclimater avant de tenter le sommet, et monter au-dessus avec la tempête de vent qu'il y avait à chaque fois, ça jouait pas.
Alors, on est allé une fois, on a vu des images qui ont été prises sur le Broad-Peak. On est allé une journée sur le Broad-Peak en se disant on part le matin très tôt et on monte le plus haut possible sur le Broad-Peak qui était un peu moins exposé au vent. Donc on s'est dit on pourra monter plus haut sans oxygène parce qu'on sera moins dans le vent, moins dans le froid. Mais même sur le Broad-Peak, on n'a pas pu dépasser les 6800 mètres. Donc avant de partir pour le sommet, l'altitude la plus haute qu'on avait pu faire lors de notre acclimatation, c'était 6800 mètres. On t'entend dire aussi à un moment donné, ben voilà, ça fait un moment qu'il fait mauvais, on a un peu suivi votre expé, apparemment la météo était quand même compliquée pendant toute cette phase-là de préparation, d'acclimatation. Comment vous restez, enfin, c'est quoi votre état d'esprit quand vous enchaînez des semaines de mauvais temps, que vous voyez que la montagne elle est quand même pas accueillante, comment vous arrivez à garder la motive justement pour... Est-ce que vous aviez vraiment une deadline? Est-ce qu'à un moment donné ça s'est joué à pas grand-chose de se dire bon ben allez on plie les affaires, on s'en va? Bah, c'est sûr que quand on est dans une toute petite tente sur une moraine de cailloux, c'est déjà vraiment pas confortable. Et qu'il y a 10 jours de neige et qu'on voit que c'est encore de la neige qui est annoncée, on peut se démoraliser un peu, on peut se démobiliser et on peut aussi se dire bon, ben allez, on rentre à la maison, on va travailler. Mais finalement, nous, on s'est dit ben on reste jusqu'au bout. On a encore du temps, on reste jusqu'au bout et on verra ce que ça donne. Même des fois, on se disait, ben non, on va même rester plus longtemps. Mais en même temps qu'on disait ça, on voyait bien que quand on est au camp de base, quand on vit à 5000 mètres d'altitude, en fait, on finit par faire que se dégrader. Notre corps, il n'arrive plus à bien se reposer. On perd beaucoup de muscles. Et puis en plus, comme on était bloqué avec le mauvais temps, ben, on n'arrivait pas à faire des montées et à garder un peu d'entraînement. Donc en fait, plus les jours passaient et plus on sentait qu'on était de moins en moins en forme. Et là, je vais compléter ça. T'es plus en forme. Toi, la période de mauvais temps, tu l'as vécu comment? Je sais pas, moi, tu me prends de court, j'étais pas prêt à parler, moi. Non, en même temps que tu parlais, je réfléchissais à ce que j'allais dire. Je me disais, j'étais en train de faire des calculs de pourcentage. Je me disais, une ascension sur le K2, comme ça va nous prendre 2 ou 3 jours. Et on a passé 45 jours au camp de base. En gros, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Donc en gros, il y a 42 jours où il faut profiter de la vie, quoi. Parce que de toute façon, si j'avais dû miser sur mes chances de réussite, j'aurais dit, allez, un pour 10. Donc tout ce temps d'acclimatation, j'étais là pour profiter, pour me faire plaisir et pour n'avoir aucun regret si ce fameux créneau de beau temps il venait pas. Et du coup, quand j'arrive sur un camp de base, la base, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de se reposer et puis de s'amuser, quoi. Et donc, les images, j'ai pas de petit film, mais les images, ça c'est l'itinéraire que j'ai fait. Attends, remets voir la photo d'avant, juste pour vous remontrer. Parce que tout à l'heure, Jérôme m'a demandé d'en parler. Ah, ouais, mais là, ça va être trop compliqué de te demander. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais c'était parce que tu m'avais demandé de parler de Kukushka. Voilà. En gros... celle d'après. Alors, voilà, stop, tu peux rester là. Stop. En gros, moi j'ai fait 3 camps. Ça, c'est le bas de la face. Et la dernière tente, elle est à 6005, 6006. La bleue, elle est à 6002, je crois. Et là, on était à 5005. Ça, c'était plan fait. On l'avait surnommé comme ça parce que c'était notre déco pour s'amuser, pour s'acclimater au début. Et on n'a pas arrêté d'y monter pour s'éclater. On montait par cette belle pente de neige. Et ça, c'était le déco idéal. D'ailleurs, ce déco idéal, il était juste au-dessus de rochers qui chauffaient bien. Et j'ai pris aussi une climber. Et du coup, il y avait moyen d'aller se promener jusqu'à 6000, 6003, même certains jours sous la base des nuages. Donc, on peut aussi s'acclimater en faisant du parapente. Et ça, c'était rigolo. Et là, j'y ai passé 2 nuits. Et là-haut, 2 nuits. Et là-haut, 2 nuits. Voilà. Alors, après, par rapport au stress que ça peut être de ne pas réussir à s'acclimater correctement quand on prépare un gros 8000, parce que ça, c'est pas un petit 8000.
dans mon idée, c'était si j'arrive à passer 1 à 2, voire 3 nuits à 6006, c'est-à-dire 2000 mètres en dessous le sommet, bah, quand je suis bien acclimaté 2000 mètres sous le sommet du Mont Blanc, bah, je ne suis pas stressé pour aller grimper le Mont Blanc, en gros. Ça, c'est un raccourci qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est comme ça que j'ai appris avec mon copain Jean. Et du coup, quand on allait faire un petit 8000, bah, on s'acclimatait bien à 6000. Et puis, vu qu'on va faire une escalade non-stop sans passer de nuit en altitude, et ben, bah, ça passe. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, bravo. Juste Blutch, parce que tu as parlé de Kukuczka. Ah oui. L'itinéraire, tu peux nous le décrire. Donc, Liv et Zeb, vous êtes acclimatés sur l'arête des Abruzzes que vous avez gravi après. Et toi, Blutch, tu es tout de suite monté aussi sur ton itinéraire. Voilà. Alors, l'arête des Abruzzes, on la voit vachement mieux sur la photo d'introduction, mais on pourra la remontrer après, plus tard. Mika, c'est pour que tu te prépares. Mais c'est de ce côté-là, là. Et en fait, moi, ce qui m'a fait kiffer, et il se trouvait que c'était l'itinéraire qui était le moins pire en conditions cet été, c'est donc la Kukuczka qui continue ici le long des séracs et qui continue ici et qui sort là. Et puis, trop tard. Et puis il y a Messner qui avait commencé à grimper par là et qui avait fait cette traversée-là, qui, je crois, parce qu'on est tombé sur un de ses porteurs, qui a 70 ans maintenant, mais qui disait qu'il avait un de ses Sherpas d'altitude, enfin un de ses Baltis d'altitude qui était décédé, et du coup il a fait le K2, mais par l'arête des Abruzzes, mais il avait commencé cette traversée, donc ça c'est la fameuse traversée Messner, qui est super expo. C'est pour ça que j'ai pas voulu m'acclimater plus haut, parce que cette traversée-là, je voulais la faire qu'une seule fois. Et puis là, il y a le fameux itinéraire de Tomo Season qui remonte cette arête-là. Voilà. Et là, il y avait tellement de neige qu'il y en avait au-dessus du nombril que j'ai dû passer dans les rochers là. Voilà. Et du coup, ce qui me faisait kiffer dans cet itinéraire, c'était la combinaison de 3 itinéraires de légende. Voilà. Alors moi, je vous propose qu'on parte sur l'ascension, parce que là, vous êtes acclimatés, on est prêts. Je vais vous poser une petite question, quand même. C'est que là, dans cette aventure, il y a plusieurs aventures en parallèle. Peut-être vous pourrez parler de Benjamin aussi, parce que je pense que c'est important qu'on en parle ce soir. 3 aventures très différentes sur une même montagne. 3 aventures qui sont vraiment très très fortes. Et 3 styles différents de montrer ces aventures. Donc moi je vous pose une petite question. Est-ce que vous voulez d'abord du hard ou plutôt du glamour ? J'ai entendu du hard plus fort. Donc je pense qu'on peut commencer par le hard et on part sur la montagne. Alors vous aurez les deux, hein, vous inquiétez pas. C'est qu'une question d'enchaînement. Mais on peut partir sur la montagne, donc on part avec Blutch. Moi, je suis pas ardeur. Hein. Là, je suis au milieu de la saison. J'ai déjà fait la traversée Messner. Et le camp de base est par là en bas. Là, c'est à la tombée de la nuit. Je suis aux 2/3 de la saison. Je dois être vers 7007. Un petit peu. Juste un peu. Je viens de quitter les rochers parce que la neige est moins pire. Et, ça brasse un peu moins. Là, il y a des frontales pas loin. Voilà, à peu près à l'altitude de 7900 mètres. Là, je suis sous le bottleneck. Il y a des bouteilles d'oxygène qui sont abandonnées par les Sherpas et leurs clients. Et je me fais un petit thé. Donc, je suis à 8300 mètres. Et je suis sous le fameux sérac du bottleneck. Et il doit être 6 h du matin. Là, je suis en haut.
GoPro arrêté. Voilà, j'essaie d'arrêter ma GoPro en lui parlant. J'articule bien, et là, donc, pas de vent. Il est 13h30, là, il y a une japonaise et son Sherpa qui attaquent à redescendre, et j'ai le sommet, a priori, pendant 1 heure pour moi tout seul, avant que Liv et Zeb arrivent. Et je galère comme ça, vent de travers, avec 3 fois rien de vent. Et puis, j'arrive finalement, au bout d'1 heure et demie, à m'échapper du sommet avec une petite rafale de vent, mais je ne m'étais pas aperçu que ma caméra s'était éteinte. Voilà, ouais, c'est mythique. Je me mets en face, c'est trop beau. Alors là, on est sur du brut de pomme, on est allé très vite sur l'ascension. Tu vas nous faire un petit peu plus de détails sur comment tu es parti, c'est-à-dire à peu près quel timing, qu'est-ce que ça a représenté cette ascension en termes de temps, juste pour que tu nous racontes un petit peu plus le déroulé. Là, on a eu des bribes, mais on veut toute l'histoire. Ouais, juste là, pour commenter la photo, parce qu'on voit bien le sérac du bottleneck, là. Et puis l'itinéraire, il monte ici et il traverse la trotte. Et en fait, on a tous décollé, a priori, on a tous décollé plein nord-ouest, un truc comme ça. Le déco, on ne savait pas s'il y avait un déco. Hein. On n'avait aucune info suffisamment précise pour savoir si ça pouvait décoller. En tout cas, c'est une pente de quoi? De 20 à 30 mètres à 15-20 degrés. Un peu plus long. En tout cas, moi, j'ai dû l'essayer 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, j'ai interrompu ma course parce que je sentais pas du tout aucune suspension, quoi. Enfin, il n'y avait aucune tension dans la sellette. Et du coup, je passe 1 heure et demie à essayer, à interrompre ma course d'élan, à essayer de récupérer mon souffle, à remettre le parapente en boule, à remonter. Il y a même un moment, je ne vous l'ai pas mis la vidéo là, je vous la garde pour le film. Mais je suis assis dans la neige et puis il y a mon cerveau qui me dit dors. Du coup, je me couche et je dors. Et ce qui est cool, ce qui me rassure, et c'est pour ça que ça me fait marrer de vous le raconter, c'est qu'il y avait ma caméra qui tournait. Et en fait, j'ai dormi 1 minute et demie et je suis persuadé d'avoir passé la nuit. Et je me réveille, ouah, je suis frais, putain, ça fait du bien. J'ai fait donc pour monter là-haut, j'ai fait un 33 heures non-stop depuis mon camp d'altitude à 6006. Et donc, je fais une micro-sieste qui me fait un bien terrible. Je mets mon parapente en boule, je remonte les fameux 30 mètres. Et là, il y a Liv et Zeb qui arrivent, et Liv qui me parle. « Yo, Blutch, t'es là ?» Et là, je le regarde, je lui réponds pas, parce que c'est une hallucination, c'est pas possible qu'elle soit là, puisque je suis le lendemain et que je sais qu'ils ont grimpé le même jour que moi. Et moi, je sais pas que j'ai dormi qu'1 minute et demie. Je le saurai que le lendemain en regardant, en dérochant mes images. Et donc non, Liv, t'es pas là. Je te regarde pas. Je réétale mon parapente. Et là, il y a Zeb qui arrive, qui me dit, t'as besoin d'un coup de main, Blutch? Je dis non, mais laisse, il n'y a pas de vent. Je ne sauterai pas dans le trou tant qu'il n'y aura pas de vent. Et je me dis, merde, putain, il a l'air bien réel quand même, lui. Et il me tient mon parapente pendant 1 minute ou 2, puis à un moment, ça le saoule, il me dit, bah, moi, je vais me préparer, si tu veux pas y aller. Okay. Et puis là, je prends une rafale. Je dis, putain, j'y vais. Gonflage, face voile, tac, je me retourne, tac, ça se passe en 10 centièmes de seconde. Et je suis en l'air. Et là, instantanément, au moment où mes pieds quittent le sol, je percute. Je reviens à la réalité. Je les regarde. Je dis, putain, les cons, ils étaient là. Merde, la caméra, elle est éteinte. Alors, j'enlève les gants. Je mets les gants dans la veste. De toute façon, il ne faisait pas froid. Il n'y avait pas une brique de vent. J'ouvre la GoPro. Je prends la petite languette. Tac, je la reconnecte. Tac, hop, puis il a l'air d'avoir de la batterie. Je remets en route, donc c'est pour ça que j'ai pas mon décollage. Et puis juste quand j'attaque à faire le tour du K2 par la Chine et par l'arête nord. Et je me dis, il faudra quand même que je pense à faire mes excuses à Liv et Zeb. Et puis là, je me dis, bah, faut en profiter, quoi, parce que c'est incroyable et que j'en ferai pas 2 comme ça dans ma vie. Donc j'ouvre grand les yeux et je profite.
Voilà. Et puis de toute façon, c'est une voile qui est tellement stable dans la turbulence que pas besoin de tenir les commandes. Il faut juste voilà, caler la GoPro 360 sous la fesse. Et puis mettre un petit coup de manœuvre à gauche. Là, il y avait une gigantesque mer de nuages à 7008, un truc comme ça. Du coup, passer dans un trou de la mer de nuages, et puis je passe dessous et je retrouve mon camp à 6006. Le plan, c'était... Ah, c'est beau. Ah, c'était cool, ouais. Non, c'était vraiment cool. C'est cool de ne pas avoir été complètement à côté de la plaque. J'en ai perdu un paquet. Ça volait partout où j'étais. Il y avait des plumes qui volaient. Ouais, c'était pratique pour voir où étaient les ascendances. J'avais un peu froid au cul à la fin. Voilà, le lendemain, j'ai démonté tout mon camp et je redécolle avec mon sac qui pendouille en dessous. Et puis je me refais ce fameux vol de mon camp d'altitude que j'avais déjà fait quelques fois. Et du coup, si je comprends bien, tu n'as pas posé en bas en fait, tu as posé à mi-pente. J'ai posé à mon camp d'altitude à 6006. Ok, tu as redécollé le lendemain. Et là, je me pose dans de la neige molle. Je pose finalement pas si vite que ça, à 6006. Et puis je range tout mon camp, bille en tête. Et puis une fois que j'ai le sac à dos de 25 kg sur le dos et de la neige molle jusqu'aux genoux et une brise arrière, je dis, t'es con ou quoi? Ça peut pas décoller. Donc je remonte ma tente. J'oublie d'appeler ma chérie à la radio pour lui dire que finalement je reste dormir le soir là-haut. Et puis, parce qu'elle me fait encore la tête, ma nouvelle chérie. Hein. Et puis je passe la nuit, je m'hydrate comme il faut. Et en fait, on a des images tellement plein la tête qu'on ne dort pas. Parce qu'on est trop content. Et il faut écouter ce que je dis là. Parce que je suis trop content. On avait besoin. Puis j'ai hâte de regarder les images de là-haut. Oh le passage! Pas de vent quoi. Pas assez de vent pour décoller généreusement au sommet du K2. Tu y crois toi? Attendu 2 heures. Tombé sur l'Yves Zeb là-haut. Ouais, si je les ai reconnus quand même. Oh la vache! Oh le trip! Et après le vol de malade dans les nuages! Avec le halo là! Waouh! Reposer à ma tante. Oh le truc de malade! C'était bien. C'était bien mais faut pas en abuser. Allez bisous! Je vais voir ma chérie. Donc tu nous as dit un petit peu le timing de ton ascension avant ce vol incroyable. 33 heures, c'est ça, non-stop? Oui, le premier jour, le vendredi, je monte tranquillou à mon camp d'altitude. Le lendemain, je pars à 5 heures du matin. Je ne veux pas me lever trop tôt parce que je sais que je vais grimper aussi toute la nuit, donc toute la journée, toute la nuit et une partie du lendemain. Et puis j'arrive au sommet à 13 heures, ouais. Et 2 heures là-haut pour attendre, tu t'estimes à combien à peu près le temps que tu as passé au sommet? Ouais, il n'y a que la caméra qui peut le dire. Et donc c'est 1h30, 2 heures, parce que j'ai complètement largué, quoi. Au niveau chrono, je sais pas quoi, Ception. Ok. C'est un bon film d'ailleurs qui va sortir le 17 octobre. Il y a un personnage qu'on voit pas, qu'on va pas voir. Après, on va parler de l'Yves Zeb, mais qui est passé aussi par le sommet du K2, qui a volé depuis là-haut, qui a joué un peu la comète. Vous l'avez croisé où, quand, comment? Est-ce que ça a été furtif? Alors du coup, oui, il y avait Benjamin Médrine, donc un jeune guide
qui fait aussi des vols en parapente, qui vole, et qui est la grosse machine du moment. Et physiquement, c'est quelqu'un qui est capable de monter, je pense, 400 mètres heure à 8000 mètres, alors que nous, on est plutôt autour de 100, 120, des fois moins. Et puis à la fin, nous, on était à 50. donc Benjamin, il est parti du camp de base avancé. Ouais, enfin, il a déclenché son chrono du camp de base avancé, qui est vraiment le pied de l'éperon des Abruzzes. Il est parti, je crois, vers minuit. Et nous, on était partis 2 jours avant lui. On est parti le même matin à 1h30 du matin. Et il nous a doublé à 8100, par là, 8200. Sous le bottleneck, à peu près, juste un peu avant là où Blotch s'est fait sauter. Et du coup, Benjamin, il montait, mais il était cool. Hein. Il était encore à la cool. Il était avec son caméraman qui l'attendait au camp 3 à 7003. Et donc Sébastien Montaz qui faisait des images. Et il lui a fait du thé. C'est Benjamin qui a fait du thé à Seb, quoi. Pour dire que il est monté à la cool. Enfin, il allait vite, mais pour lui, il s'est jamais mis dans le rouge. Il s'est pas mis à fond de balle parce que il était un petit peu en stress. Parce que 2 ans avant, il est monté là suite à avoir fait la montée record du Broad Peak qu'il a gravi en 7 heures et des brouettes, je sais pas. Et donc là, il avait voulu enchaîner avec le K2. Et sauf que quand il est arrivé un petit peu après le bottleneck, il a fait un mal des montagnes un peu sévère et il a perdu connaissance. Et il a eu la chance d'avoir, entre guillemets, des grimpeurs qui redescendaient, qui lui ont filé de l'oxygène et qui l'ont sauvé quelque part, parce qu'il aurait pu rester là ou quoi. Donc il avait ce stress-là. Et ça veut dire qu'il est monté en se disant, OK, j'en garde sous le pied, quoi. Et bon, on l'a vu passer quand même, il nous a doublé. Et puis on a dit, bon, allez, bonne chance, Benjamin. C'est un super jeune, c'est trop sympa. Et puis on était trop contents qu'il arrive au sommet et puis qu'il puisse faire le vol avant nous, quoi. Je pense qu'il a dû décoller vers midi et demi ou un truc comme ça. Un petit peu avant midi. Là. Vous l'avez vu voler ou pas? Non, on l'a pas vu voler parce que en fait, le décollage était vraiment côté ouest, nord-nord-ouest. Et même pour lui, je pense que c'était plus nord que ouest parce que le vent a un petit peu tourné dans la journée. Mais voilà, donc... Incroyable quand même, quoi. C'est une journée unique. Enfin, sur le K2... Ouais, c'était une journée où il y a eu des conditions exceptionnelles parce qu'il n'y avait pas de vent, il faisait pas froid. On a pu faire ce K2 dans des conditions incroyables. Et Pierre, tu posais la question, est-ce que vous l'avez vu décoller? Non, on n'a pas pu le voir décoller, mais Seb Montaz, au camp 3, nous avait donné une petite radio, pour éventuellement qu'on le filme un peu quand il arrivait vers nous. Et donc, on a entendu, quand on continuait à aller vers le sommet, que Benjamin disait à son équipe je vais décoller dans un quart d'heure. Et j'ai décollé, donc on savait qu'il avait pu décoller du sommet. Et voilà. Et les horaires, c'est effectivement, il a mis un peu moins d'11 heures pour gravir le K2 en partant du camp de base avancé qui est à 5300 mètres. Et il a décollé à peu près 3 quarts d'heure après, c'est-à-dire un tout petit peu avant midi. Nous, on est arrivé au sommet à 17h. Et donc, on a vu Blotch au sommet qui a décollé un tout petit peu après et on a enchaîné derrière pour remettre les timings à l'heure. Donc des styles très différents quand même. Hein. Blotch dans une voie sauvage, avec de la neige jusqu'au nombril, dans quelque chose de fastidieux. Benjamin Védrine sur l'arête des Abruzzes, donc un itinéraire qui est quand même plus équipé, plus fréquenté, mais dans un temps record. Et là, moi, je vous propose de passer sur la partie glamour, parce que là, c'est une aventure quand même qui est magnifique. Gravir un sommet à 2, sans ox, en couple, et pouvoir décoller, vous allez voir, c'est magnifique. Il est 5h10. On part pour le semi-push. Le gros départ pour le semi-push, c'est today. Yes. Voilà.
Éperon des Abruzzes et le glacier. On est en train de galérer pour traverser. In the midst of death. Yes! Life persists. Ça se raidit un peu, on dirait! In the midst of untruth. Truth persists. Est-ce que je suis bien coiffée, mon chéri? C'est un petit peu en pétard. Alors? Elle est pas belle la vie? Ouais. Pause. C'est dur l'altitude. Ouais. Devant nous, le fameux bottleneck. Et tout en haut, c'est le sommet. Écoute, c'est beau. Trop de pic en arrière-plan. Mais là, sommet du K2, 8611 mètres, sans ox. Bravo! Waouh, dur. On l'a fait ensemble. Wouh! Dingue! Waouh. Alors? Ah bah là, on est frais, demain on remonte. Hein? Je suis pas sûr. Bon, alors racontez-nous un petit peu votre ascension tous les deux. Comment ça s'est passé? La cordée, Liv et Zeb. La cordée, elle a continué avec justement le choix du biplace aussi. On a fait ce choix du biplace pour rester une cordée tout le temps. C'était soit les deux, on arrivait au sommet et on essayait de décoller ensemble, soit les deux, on redescendait ou on décollait d'où on était ensemble. Mais pas un qui dit moi je me sens bien et moi je me sens pas bien, moi je continue, toi descends. Et puis on est tout le temps restés ensemble en fait. Vraiment l'esprit de cordée, on l'a dans la vie, puis on l'avait sur cette montagne aussi. Pour expliquer l'ascension, comme Blush, nous sommes partis le vendredi pour monter au camp 2 où on avait déjà notre tente, on avait laissé le biplace, on avait laissé les combinaisons 8000. On dort là-haut. Le samedi, on monte au camp 3 qui est à 7400 mètres. Et là, il nous faut monter notre matériel parce qu'on n'a jamais pu dépasser ce camp 2 en fait. Donc on doit monter notre tente, notre réchaud, les matelas, le biplace. Et on est déjà lourd et on fait le choix de ne pas porter les duvets parce que en fait, ça fait trop de matériel et ça nous fait trop de poids. Donc on arrive le samedi au camp 3 et pour la première fois, on voit vraiment beaucoup de monde parce que c'est le créneau météo et toutes les expés commerciales sont là aussi. Pendant toute l'acclimatation, en fait, on était seuls sur l'éperon des Abruzzes avec Seb, Benjamin, Zeb et moi. Il n'y avait vraiment personne d'autre. On se demandait même, mais où sont les gens et comment c'est possible qu'on soit seuls sur la voie normale du K2. C'était assez étonnant et assez incroyable, mais on était très contents de ça. Et puis là, pour la première fois au camp 3, on voit vraiment le monde. Tout le monde est là, toutes les expés commerciales. Tous les Sherpas ont déjà monté les tentes pour les gens, puis nous on se retrouve à devoir pelleter dans la pente pour mettre se faire une plateforme et mettre nos tentes. Et là on voit que ça nous coûte de l'énergie, que c'est dur. Et puis le samedi soir, toutes les expés commerciales partent entre 6h et 8h du soir pour gravir le K2 le lendemain pour arriver le lendemain matin, le dimanche matin au sommet. Et nous on se dit mais on va pas partir en même temps que tout le monde, il va faire trop froid la nuit. Donc on décide de partir un peu plus tard et finalement on décolle vers 1h30, 1h45 le dimanche matin pour arriver au sommet un peu avant 17h. Donc ça fait une ascension de 15h, 14h30, 15h. Sans ox. Au début il fait assez froid, il y a beaucoup de vent.
on a froid les 3 premières heures, et puis dès que le soleil vient, ben, on a quasiment trop chaud en fait. On enlève tous les vêtements qu'on a, on ouvre la doudoune, on n'est plus qu'en t-shirt mérino, et presque comme ça jusqu'au sommet. Voilà. Et quand on arrive au sommet, ben, on voit Blutch qui essaye de décoller, et on lui dit « Blutch, t'es trop fort !» Et effectivement, pas de réponse. Bon. Alors je lui dis « Blutch, c'est nous !» Pas de réponse. Je lui dis, bon, je vais au sommet, on va venir t'aider. Mais en fait, j'ose pas aller m'approcher de lui parce qu'il ne nous répond pas. Et je me dis, flûte, qu'est-ce qui se passe? Et Zeb va le voir et commence à lui parler et ils se répondent. Et finalement, Zeb lui dit, mais attends, il faut te décaler un petit peu par rapport au vent pour être mieux placé. Ils se déplacent les deux ensemble et après, on voit que Blutch décolle. Je crois que tu as tout dit. Hein. Il y a du débrief ce soir. Toi Zeb, comment tu l'as vécu cette ascension? Ben, moi, comment je l'ai vécu, ben, on a été super en symbiose là, sur toute l'expé. Je dirais qu'on a eu de la chance de ne pas tomber malade. Bon, à part quelques gastro, mais vite fait. Mais après, en termes sur toute l'acclimatation, on était bien, on n'a jamais eu trop de mal de tête ni rien. Et là, c'est vrai que quand on est parti, on s'est quand même dit, bon, je sais pas, moi, j'avais dans ma tête, je m'étais dit, ça aurait été quand même bien d'avoir passé au moins une nuit à 7000, 7003. Et là, de dire, bah ouais, on repart du camp 2, on n'était pas passé au-dessus du camp 2, on s'est dit, ben là, on monte le plus haut possible. Et puis il faut que ça reste fun, c'est ce qu'on s'est dit, il faut que ça reste fun, et puis on montera jusqu'où on montera, quoi. On va pas se prendre la tête. Hein. Moi j'ai deux enfants là, qui sont grands maintenant, et j'avais bien envie de les revoir quand même, donc j'y allais pas pour rester là-haut, quoi. Et du coup, voilà, moi comment j'ai vécu ça, on a été super... on est vraiment resté, comme l'expliquait Liv, avec cet esprit de cordée où toute la montée, on se parlait en se disant « Ok, ça va, tu te sens bien ?» Et puis on voit vite si quelqu'un commence à délirer et tout. Et en fait, non, on était bien, on était cohérents, on était fatigués, bien sûr, parce que c'est épuisant. Mais franchement, moi, à tel point qu'au niveau du bottleneck, j'étais vraiment cuit. Et Liv, elle avançait mieux que moi. Et du coup, je dis, tiens, c'est toi qui vas porter le bi maintenant. Et du coup, effectivement, elle a porté le bi. Et on s'est dit, ce serait bien que j'ai encore un peu de lucidité au sommet pour pouvoir effectuer le décollage. Puisque là, pour le coup, j'étais en charge du décollage. Et je dirais que on voit ces images et on se dit, ouais, c'est faisable, on ne voit pas forcément de difficulté. Et bon, moi, c'est vrai que ça fait quand même 40 ans que je fais du parapente. Et effectuer un décollage, que ce soit ici ou en altitude, c'est un peu un réflexe. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour faire un décollage, en fait. À force de voler, on a tellement l'habitude de décoller, d'avoir les mouvements justes, parce qu'il faut avoir les mouvements justes là-haut, parce que la voile va être beaucoup plus vive. Dès qu'on monte en altitude, les parapentes agissent de façon plus vif, parce qu'il y a très peu d'air, et puis du coup... Donc ça veut dire qu'il faut avoir vraiment le mouvement juste pour pas trop mettre de commandes et tout ça. Et si on commence à réfléchir là-haut, on a vu que ça marchait pas bien. Donc il faut que ça se fasse de façon automatique. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Si, super. C'est une image heureuse du K2. Souvent on parle du K2 un peu comme la montagne sans pitié, les drames, des dizaines de morts. Un quart des sommiteurs qui sont pas redescendus vivants. C'est ça aussi le K2 que ça représente. Et là, ce soir, c'est une autre image qui cache pas les difficultés pour réaliser un tel exploit, mais qui montre ce côté maîtrisé, donc bravo. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je vais inviter d'autres personnes à venir sur scène avant de laisser la parole au public si vous voulez poser des questions. Il y en a un qui va venir, il va nous parler de son K2 parce que lui, il l'a tenté en 2019, donc il connaît bien et la montagne et les difficultés pour faire ce genre de choses. C'est Fred Roux. Est-ce que tu es par là? Est-ce que tu veux bien nous rejoindre? Yes, il est là. Donc Fred, il est allé sur le K2 en 2019. Tu vas nous dire un petit peu comment tu as vécu cette expé et qu'est-ce que ça évoque pour toi
les experts de ce soir. Bah moi, ce qui m'évoque ce soir, c'est que j'ai eu plein les yeux. Puis je suis tellement content qu'ils aient pu faire ce projet comme ils l'ont fait. Déjà parce que Blotch, je l'ai eu connu il y a longtemps, parce qu'on a un ami commun. Puis lors d'un anniversaire, on a fait la fête ensemble, en haut dans une tente, en haut de l'an. Je ne sais pas si tu te rappelles, peut-être tu te rappelles plus, peut-être. Mais... Et puis Zeb, je le connais depuis 2001, parce que j'étais avec lui à l'Everest quand il a décollé. Et je savais que s'il sortait en haut, j'étais sûr qu'il allait le faire, quoi. Et je suis vraiment content que ce soit passé dans ces conditions. Et surtout la façon dont ils l'ont grimpé, parce que je pense que c'est vachement important comment ils l'ont fait, quoi. Bravo. Toi, quand tu y es allé en 2019, tu étais un petit peu dans le même état d'esprit. Comment tu as abordé la montagne ? Oui, on était un peu dans le même état d'esprit. Nous, l'idée, c'était déjà de grimper en style alpin, un peu comme ils l'ont fait eux. Après, le parapente, pour tout dire vrai, moi, j'ai eu cette idée-là parce que j'ai vu Zébulon décoller de l'Everest. Et puis, c'est ça qui m'a fait tilt. Je me suis dit, le parapente, c'est quand même une façon sympa de redescendre. Après, je ne suis pas un pilote très expérimenté, mais c'était l'idée, oui. Et tu as pu voler, tu n'es pas allé au sommet, mais tu as pu voler sur la montagne ? Alors malheureusement, nous, on a eu beaucoup de neige. J'ai fait 2 tentatives, une en 2019 et puis une plus tôt, quand on s'était arrêté sous le sommet parce qu'on a eu une avalanche et deux personnes qui étaient devant nous sont mortes. Donc nous, on est redescendus. Et puis j'ai réessayé aussi une fois par la Cézanne. Et là, on a aussi resté sous l'éperon parce qu'on avait trop de neige. Et puis voilà, quoi. Bah, bravo en tout cas, et puis merci déjà pour ton témoignage. Alors il y a d'autres alpinistes dans la salle, des alpinistes qui volent. Je vois les frangins maniens là-bas qui se cachent un petit peu. J'aimerais bien aussi que vous puissiez donner votre avis sur ce genre de choses, parce que voilà, vous arpentez un petit peu l'Alpe et vous avez forcément un petit avis. Bah déjà, on tient à les féliciter pour leur exploit. On suivait ça de loin, depuis les Alpes. Et on savait qu'ils avaient beaucoup de neige. On se posait la question s'ils allaient réussir à voler, s'ils allaient réussir à aller au sommet déjà. Et quand on a su qu'ils avaient pu faire le sommet et même tous voler, c'était extraordinaire. Vous avez fait rêver. Bravo à vous en tout cas. Moi j'ai encore une question. Moi, j'ai une question vachement importante pour toi, Zeb, parce qu'en 2001, tu as décollé de l'Everest. En 2024, du K2. Je voulais savoir si dans 20 ans, tu voulais venir avec moi au pain de sucre, parce qu'il paraît que la plage à Rio, c'est beaucoup plus cool pour poser. Bah, avec plaisir. Alors, je note. Avec le déambulateur. C'était quoi ta question ? Bonsoir. Ben voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, qu'est-ce que j'en pense ? Extraordinaire, bien sûr. Ces nouvelles pratiques là, de descendre des montagnes en parapente, je trouve ça formidable. Surtout déjà dans les Alpes, parce que les montagnes changent. Et pour moi, le parapente, ça peut vite remplacer une corde de rappel qui prend des heures et des jours à redescendre. Et là, si on arrive à le faire avec le parapente, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Et il y a aussi une chose question qui me trotte dans la tête. Vous étiez 4 là, tous au camp de base. Est-ce que c'était par hasard ou vous vous êtes tous retrouvés là avec ce même projet ? C'est du hasard ? Non ? Non, en fait, on a appris que Benjamin avait ce projet de repartir là, parce qu'il l'a publié sur les réseaux assez vite. Et puis Blotch, on s'était vu à plusieurs reprises et on en avait discuté. Il avait une petite idée derrière la tête. Et du coup, on s'est dit, ce serait trop sympa de faire toute la clim ensemble, les experts ensemble et tout ça, quoi. Et du coup, quand on s'est inscrit pour demander les visas et tous les permis, on a demandé à la même personne de gérer ça, quoi.
Et du coup, on était la petite expé un peu pouilleuse parce qu'il y avait plein d'expés autour qui avaient vraiment des gros moyens. Et puis nous, c'était cheap, mais c'était super convivial, quoi. C'était vraiment sympa. Chacun avait amené des petites spécialités, surtout le fromage. Et donc, c'était parce que Liv, elle mange pas de viande. Alors, du coup, on s'est dit, bah non. J'avoue que Blotch était bien. Il avait la petite gnôle aussi. Bon, bref, c'était trop sympa parce que, effectivement, se retrouver dans une expé et être avec des gens qu'on connaît pas forcément, avec des étrangers, c'est pas toujours simple. Et puis surtout, passer 2 mois dans des conditions qui sont pas toujours top, c'est chouette de se retrouver avec des petits Frenchies pour dire des conneries et puis manger des bouts de fromage. Et il nous avait regroupé avec 6 Italiens. Préciser aussi que Tommy est arrivé juste après Liv et Zeb, juste avant que vous décolliez, et qu'il est monté là-haut sans Ox aussi. Et puis ses autres collègues italiens, ils étaient 3 à avoir fait aussi le Broad Peak sans Ox. Et c'est cool de voir qu'il y a quand même du monde qui essaye de ne pas tricher. Parce que vaut mieux aller faire un 6000 si on prend de l'oxygène. Ça coûte moins cher. Et moi, j'ai une petite question à Blotch. Est-ce que tu avais envisagé la descente à pied? Donc forcément, si tu n'avais pas pu voler, par où tu serais passé? Est-ce que tu es passé par les rochers, parce qu'il y avait trop de neige dans la pente? Est-ce que ça ne te causait pas un problème, ça, de redescendre à niveau dangerosité, hein? Alors, j'étais à bonne école avec Jeannot, avec tonton Jean. Et du coup, le plan, si ça volait pas. Alors, par rapport à l'histoire de la corde, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, parce que du coup, oui, j'avais pas pris de corde. Le seul backup, la seule roue de secours, c'est le parapente. Et si j'avais dû redescendre, l'idée, c'était de redescendre sur le cul, comme il sait faire tonton Jean, quoi, dans la face nord de l'Everest, quoi. Et cette grande pente de neige que j'ai pas réussi à remonter ici, là, parce que j'en avais au-dessus du nombril, c'était idéal pour redescendre sur le cul, quoi. Voilà. Et je serais redescendu dans la Cézanne, c'est clair, ouais. Ça s'appelle du culling. Ouais. C'est une nouvelle discipline, ouais. Le culling, et ça marche bien. Ouais. Et il n'y avait pas de compétition entre vous 4 du tout? Non, je pense pas, hein, quand j'ai compris. Là. Ouais. Ça, c'est chouette. D'accord. Donc le fromage d'abondance, il marche bien pour... Si, oui, oui. Non, si, la seule compétition qu'il y avait, parce que Liv, elle a pas parlé au micro, mais ouais, il n'y avait pas de compétition parce que, évidemment, on avait 3 projets complètement différents. Et il y avait un projet glamour, il y a un projet de vitesse et un projet farfelu. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et ils compètent sur le fromage, ouais. Mais bon, ils n'avaient aucune chance parce que je viens de la vallée d'Abondance. On vient de la même vallée, mais j'avoue que j'aurais pas misé 1 euro sur toi. Quand j'ai vu l'entraînement de Benjamin Védrine et le tien, pour finir, je suis content, donc je vais aller au Mont-de-Grange demain matin, tu vois. Je vous propose qu'on les applaudisse encore une fois. S'il y en a qui souhaitent leur poser des questions, c'est le moment. Voilà. Parce que la soirée ne sera pas éternelle. Moi, j'ai une petite question. Déjà, les féliciter, bien sûr, comme tout le monde. Mais moi, j'ai une question plus par rapport au fait, sur l'Himalaya, ce qu'on en voit au jour d'aujourd'hui, sur les cohues de l'Everest. Est-ce que cette super belle montagne va finir de la même manière? J'ai vu tout à l'heure dans des vidéos là, vous avez passé les camps qui sont ravagés par les tentes. Est-ce que malheureusement, tous les sommets du monde sont malheureusement prévus de finir comme l'Everest? Alors, je ne sais pas si ça va finir comme l'Everest. Juste pour donner un ordre d'idée, sur l'Everest, il y a à peu près 1000 permis qui sont donnés. Là, sur le K2 cet été, il y avait 110 permis donnés. Il y avait 56 summiters sur 2 jours, alors que sur l'Everest, il me semble, cette année, il y en a eu 450 ou 500. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le camp 2, c'est les images que vous avez vues, c'était une décharge à ciel ouvert, c'est hyper triste.
En fait, c'est un camp, finalement, on n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi les gens ils laissent leur matériel. Nous, on avait engagé un porteur d'altitude pour redescendre notre tente, en fait, et notre matériel, parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas remonter là-haut. Donc on avait engagé un Pakistanais qui a redescendu notre matériel. Mais je crois que les gens, ils sont tellement épuisés, les Sherpas, ils doivent gérer les gens qui sont épuisés ils passent plus de... Ils essayent même pas de descendre le matériel de ce camp 2. Et ça fait qu'après, il neige derrière. Il y a les tissus qui sont emprisonnés dans la glace. Et maintenant, pour y nettoyer, c'est quasi impossible parce que c'est enserré par la glace et il faudrait presque une pelleteuse en fait pour nettoyer ça. Donc c'est vrai que le camp 2 sur la voie des Abruzzes, quand on est arrivé, on a eu un choc, on s'est dit oh, mais c'est pas possible, c'est vraiment dégueu. Et ça témoigne de la fuite en avant de redescendre, de se mettre de vite redescendre parce que les gens ils abandonnent même leurs lunettes de vue, ils abandonnent tout. Il y avait des livres, des culottes, des lunettes de vue, un piolet, enfin il y avait tout le matériel qu'on voulait. Je crois que c'est la fuite en avant à la descente et malheureusement il faudrait qu'il y ait vraiment plus de contrôle sur tout ce qui est monté doit redescendre et c'est pas le cas aujourd'hui. Tu veux compléter ? Bonjour, merci à tous. Je vais me faire le porte-parole de Gauthier. Gauthier, il demande si la Joëlette, elle passerait pour monter au sommet du K2. Avec beaucoup de monde, tout est possible. Question ? Question. Allez, on voit des gars. On a beaucoup parlé. Eh ben, merci à tous pour... Merci à tous pour votre attention. Merci à vous tous là. Super votre aventure, c'est génial. Et puis, et ben maintenant, direction le bar parce que ça donne soif le cadeau. Donc, bonne fin de soirée à tous. Merci.